Mes parents ont refusé de s'occuper de mes plus jeunes enfants pendant que je m'occupais de mon aîné atteint de leucémie. J'ai appelé mon ex-femme, mais elle a dit « Tu n'es qu'un écrivain fauché, débrouille-toi ». Un mois plus tard, mon enfant est décédé. Bonjour, je m'appelle Harrison, j'ai 36 ans, un écrivain obscur vivant dans un appartement exigu d'une petite ville de la vaste étendue de l'Amérique. Me dire écrivain semble grandiose, mais en réalité, je ne suis qu'un homme décharné penché sur un vieil ordinateur portable, élaborant minutieusement chaque phrase, chaque mot, avec le faible espoir qu'un jour mon travail soit publié. Pendant plus d'une décennie, j'ai écrit des dizaines de manuscrits, les ai envoyés sans succès et les ai rangés dans un tiroir poussiéreux. Les gens m'appellent un auteur méconnu, mais je me vois comme un rêveur piégé dans une réalité remplie de factures qui s'accumulaient des pleurs de jeunes enfants. J'ai 3 enfants, Emma, 8 ans, avec des cheveux bruns et doux et des yeux vifs et pleins d'espoir, Liam, 5 ans, avec un sourire niais et de petites mains qui s'agrippent toujours à l'ourlet de ma chemise, et Noah, le plus jeune, 3 ans, toujours en train de rigoler et de chercher l'affection. Mes enfants sont tout mon univers, mais ils sont aussi un fardeau que je n'aurais jamais pu imaginer lorsque j'ai assumé la responsabilité d'être père célibataire. Claire, leur mère, est partie il y a 2 ans. Elle a dit que j'étais trop pauvre, incapable de subvenir aux besoins d'une famille, que j'étais un échec, indigne de ses rêves. Je me souviens encore de cette dernière soirée où elle a fait ses valises, me laissant avec 3 enfants et une pile de factures haute comme une montagne. Noah apprenait tout juste à marcher à 4 pattes à l'époque. Je n'ai jamais vraiment blâmé Claire. Pas entièrement. Peut-être voulait-elle juste une vie différente, plus facile, avec moins de soucis. Mais cela n'apaise pas la douleur d'avoir été abandonné au cœur d'une froide nuit d'hiver, tenant un Noah hurlant, avec Emma tirant sur ma manche en demandant où était maman, et Liam sanglotant, confus par ce qui se passait. Depuis, j'ai été père, mère, cuisinier, compteur et celui qui travaille jour et nuit pour payer le loyer et acheter du lait pour les enfants. Notre appartement, 2 chambres usées aux murs jaunis, est le seul endroit que nous pouvons appeler chez nous. Chaque matin, je me réveille avant le lever du soleil. Je prépare une tasse de café léger, prépare tranquillement le petit déjeuner avec quelques tranches de pain grillé et du beurre de cacahuète, réveille Emma, Liam et Noah, les habille et les emmène en hâte à la maternelle et à l'école primaire. Je retourne à l'appartement vide, ouvre mon ordinateur portable et commence à taper. Mais écrire ne nourrit pas 3 enfants. J'accepte tous les travaux d'écriture freelance que je peux trouver en ligne, rédaction de publicité, révision de texte, voire traduction de documents médicaux. Le jour, je suis une plume à gage. La nuit, je suis un auteur anonyme. Et au milieu de tout ce chaos, je dois encore être un père. Celui qui réconforte les enfants quand ils sont malades, raccommode la robe d'Emma quand elle se déchire à l'école et lit des histoires avant de dormir chaque soir. Ma famille, ils ne m'ont jamais vraiment compris. Mes parents vivent en Floride, dans un luxueux appartement en bord de mer où la lumière du soleil entre à flot par des baies vitrées. Ils appellent quelques fois par an, échangent des banalités polies, puis me rappellent que j'aurais dû choisir une carrière pragmatique comme la comptabilité ou l'ingénierie. Ils ne sont pas venus nous voir depuis le départ de Claire. Et quand je leur ai demandé de garder les enfants pour un week-end, ils ont toujours une excuse, occupés par une sortie en yacht ou une partie de golf. J'espérais qu'ils changeraient, qu'ils verraient à quel point j'ai essayé d'empêcher cette famille de s'effondrer. Mais tout ce qu'ils voient, c'est un Harrison qui ne gagne pas d'argent. Pas un père qui s'accroche désespérément à sa dernière lueur d'espoir. Chaque fois que je regarde mes 3 enfants dormir paisiblement dans leur lit, mon cœur se serre. Parfois, je pense, si seulement je pouvais leur donner plus. Une maison spacieuse, de bons repas, des week-ends qu'ils n'ont vus qu'à la télévision, mais tout ce que je peux faire, c'est continuer. Jour après jour, heure après heure, travailler, écrire et serrer mes enfants dans mes bras quand la nuit tombe. Je sais que je vis sur le fil du rasoir. Pas seulement financièrement, mais au bord de l'épuisement. Il y a des nuits, après que les enfants se sont endormis, où je m'assois devant l'écran de mon ordinateur et les larmes coulent toutes seules. Pas à cause de l'histoire que j'écris, mais à cause du sentiment écrasant d'impuissance. Peu importe mes efforts, je ne suis toujours pas assez bon, je ne gagne toujours pas assez, je ne suis toujours pas assez fort pour tout maintenir ensemble. Mais alors, j'essuie mes larmes et je me dis que je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas laisser Emma, Liam et Noah me voir faible. Ils ont besoin de moi, et j'ai besoin d'eux. Mais peu importe combien de fois je me suis dit que je ne craquerais pas, le destin a continué à nous mettre à l'épreuve sans pitié. Un matin glacial, Emma a commencé à tousser violemment.
Ces tours rauques résonnaient dans notre petit appartement comme des vagues s'écrasant contre les murs fragiles de ma vie. Au début, j'ai pensé que c'était juste un rhume banal. Les enfants tombent facilement malades à cette période de l'année. Mais à midi, Emma brûlait de fièvre, son visage pâle et ses lèvres gercées. Elle gisait recroquevillée dans son lit, ses yeux fatigués me regardant comme pour dire qu'elle n'en pouvait plus. La panique s'est installée. Je n'avais personne vers qui me tourner pour obtenir des conseils. J'ai appelé le médecin local que nous connaissions, et il m'a dit d'emmener Emma à l'hôpital immédiatement. Dans une hâte frénétique, j'ai préparé un petit sac avec des vêtements, une bouteille d'eau et des médicaments contre la fièvre. Liam et Noah s'accrochaient à mes jambes, demandant « Qu'est-ce qui ne va pas avec Emma, papa ?» Je ne pouvais pas répondre, leur disant seulement de prendre leur veste pendant que je soulevais Emma et me dirigeais vers la voiture. L'hôpital était à 10 minutes en voiture de notre appartement. Mais ce jour-là, la route semblait interminable. Je conduisais d'une main, l'autre agrippant la petite main froide d'Emma. Dans le rétroviseur, je voyais Liam et Noah assis tranquillement sur la banquette arrière, les yeux écarquillés d'inquiétude et de confusion. Je n'arrêtais pas de murmurer « Ça va aller, ma chérie. Nous serons bientôt à l'hôpital », mais en vérité, je me rassurais moi-même. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, les médecins et les infirmières ont rapidement emmené Emma aux urgences. Je suis resté dehors, serrant les mains de mes deux plus jeunes enfants, mon cœur battant irrégulièrement. Une infirmière m'a posé des questions sur les antécédents médicaux d'Emma, et j'ai bafouillé mes réponses, à peine capable de respirer. Finalement, le médecin est sorti, le visage grave, et m'a informé qu'Emma souffrait d'une anémie sévère et avait besoin d'examens approfondis immédiats. Il soupçonnait une grave maladie du sang, Meuglicher-Weyß, une leucémie. Je me suis figé. Leucémie. Le mot cancer a résonné dans ma tête comme un coup de massue. Les mains tremblantes, j'ai appelé Claire, essayant de garder ma voix stable. Emma est à l'hôpital. Les médecins disent qu'elle a une grave maladie du sang. J'ai besoin que tu viennes m'aider avec Liam et Noah. Je ne peux pas gérer seul. Sa réponse a été aussi froide que la glace. Harrison, tu sais que j'ai commencé une nouvelle vie. Je ne peux pas tout laisser tomber pour revenir. Tu devras te débrouiller. J'ai été abasourdi, réduit au silence avant que l'appel ne se termine par un long bip. J'ai essayé d'appeler mes parents, m'accrochant au faible espoir qu'ils manifesteraient un peu d'attention pour leurs petits-enfants. Mais ils m'ont repoussé, disant qu'ils voyageaient en Europe et ne pouvaient pas rentrer plus tôt. Je me tenais dans le couloir de l'hôpital, me tenant la tête, sentant le monde s'effondrer autour de moi. Emma était allongée dans une chambre d'hôpital, Liam et Noah s'accrochant à mes jambes. Je n'avais personne, pas une seule âme. J'ai emmené Liam et Noah dans une petite salle d'attente à l'extérieur de la zone de traitement, les laissant jouer avec des jouets usés. Je me suis assis sur une chaise en plastique, ordinateur portable à la main, essayant de terminer un travail d'écriture freelance pour rassembler un peu d'argent. Mais mon esprit ne pouvait pas se concentrer. Chaque fois qu'une infirmière sortait de la chambre d'Emma, mon cœur s'arrêtait. Ce soir-là, Emma s'est réveillée, ses faibles yeux rencontrant les miens. « Papa, je suis si fatiguée » a-t-elle murmuré. Je me suis penché, j'ai pris sa petite main et je l'ai apaisée. « Je sais, mon amour. Tu te débrouilles très bien. Papa est juste là. » Liam et Noah se sont assis près de moi, finissant par s'assoupir sur les chaises. J'ai doucement drapé ma veste sur eux, puis je me suis rassis au chevet d'Emma, lui tenant la main comme si je m'accrochais à un fil d'espoir fragile. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis là, regardant les lumières clignotantes du moniteur, écoutant le doux ronronnement du respirateur, sentant l'impuissance et la solitude s'infiltrer dans chaque veine. Le lendemain matin, le médecin a confirmé qu'Emma aurait besoin d'une hospitalisation à long terme pour son traitement et pour attendre d'autres résultats de tests. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas laisser Liam et Noah seuls à la maison, ni laisser Emma ici toute seule. Finalement, j'ai supplié l'hôpital de laisser les deux plus jeunes rester avec nous, malgré les conditions exiguës et inadéquates. Nous étions 4, 3 si l'on ne comptait pas Emma allongée dans le lit d'hôpital, entassée dans une petite chambre d'hôpital où la lueur blanche et crue des néons baignait le plafond. Les repas étaient pris à la hâte, composés de sandwichs froids et de jus d'orange en briques. Liam et Noah jouaient sur le sol de l'hôpital avec quelques vieilles petites voitures. Je m'occupais d'Emma tout en gardant un œil sur les deux plus jeunes, terrifié à l'idée que quelque chose d'autre puisse mal tourner. Ces jours semblaient interminables. J'étais épuisé, mais je n'avais pas d'autre choix. Chaque matin, je me réveillais sur la dure chaise en plastique dans la chambre d'hôpital d'Emma. Mon corps endolori,
mes yeux lourds de manque de sommeil. Je me levais tôt, réveillais doucement Liam et Noah qui dormaient à proximité et les emmenais en hâte à l'école. Alors qu'ils entraient dans leur salle de classe, je me dépêchais de retourner à l'hôpital pour m'occuper d'Emma. Elle gisait dans son lit, le visage toujours pâle, les lèvres sèches. Je lui tenais la main, murmurant « Papa est là. Tu n'as pas à avoir peur ». Pendant la journée, je jonglais entre les soins à Emma et le travail sur des missions d'écriture freelance sur mon ordinateur portable pour joindre les deux bouts. À midi, je prenais une bouchée rapide à la cafétéria de l'hôpital, un sandwich et un café à queue. Mon esprit préoccupé par le fait d'aller chercher les plus jeunes enfants l'après-midi. Juste après l'école, je quittais l'hôpital, conduisais pour récupérer Liam et Noah, et revenais. Nous nous entassions tous les trois dans la vieille voiture, les enfants bavardant sur leur journée à l'école, bien que leurs yeux portent encore l'inquiétude pour leur sœur Emma. Le soir, je les emmenais dans la chambre d'hôpital d'Emma. Liam s'asseyait sur le lit à côté d'elle, lui racontant l'école, tandis que Noah griffonnait sur du papier. Je vérifiais l'état d'Emma auprès des infirmières, gardais un œil sur les deux plus jeunes et tapais quelques lignes sur mon ordinateur portable pour terminer mon travail freelance. Jour après jour passé dans ce cycle épuisant et suffocant. J'étais vidé. Certaines nuits, je m'endormais sur la chaise en plastique près du lit d'Emma, pour me réveiller en sursaut quand Noah criait « Papa, où es-tu » Pendant ces longues nuits, je regardais mes deux plus jeunes enfants dormir sur les chaises, la tête appuyée l'une contre l'autre, puis je me tournais pour tenir la petite main d'Emma, me disant « Je dois continuer pour les enfants ». Pour Emma, les jours à l'hôpital s'éternisaient, et Liam et Noah s'habituaient progressivement à la salle d'attente. Exigu. Liam, avec ses petites mains, dessinait des images colorées de super-héros à donner à sa sœur, tandis que Noah serrait son dinosaure en jouet, bavardant sur des aventures imaginaires. J'essayais de les occuper, espérant qu'ils ne remarqueraient pas la dure réalité qui s'infiltrait. Emma, leur grande sœur forte, s'affaiblissait de jour en jour. Je jonglais entre les soins à Emma, la surveillance des deux plus jeunes et la rédaction d'articles freelance sur mon vieil ordinateur portable dans un coin de la pièce. Chaque jour était une bataille, non seulement contre la maladie d'Emma, mais contre moi-même, contre la peur qui me rongeait petit à petit. J'ai appelé Claire une fois de plus, même si je savais que c'était futile. « Claire, Emma a besoin de toi » ai-je dit au téléphone, la voix tremblante. Elle est très faible. Peux-tu lui rendre visite, ne serait-ce qu'une fois, mais comme toujours, sa réponse a été froide, « Harrison, je ne peux pas revenir. J'ai ma propre vie maintenant. Tu te débrouilleras ». Le long bip de l'appel déconnecté a résonné, et je suis resté assis là, dans le couloir de l'hôpital, comme si quelqu'un m'avait poignardé à la poitrine. J'ai appelé mes parents, mais ils ont seulement dit « Nous reviendrons après notre voyage, Harrison. » Tiens bon, mon fils. Tiens bon, les mots ressemblaient à une moquerie. Je n'avais personne, pas un seul membre de ma famille pour partager ce fardeau. Juste moi, Emma, Liam et Noah dans une chambre d'hôpital empestant l'antiseptique. Angela, une jeune infirmière affectée aux soins d'Emma, était la seule lumière dans ces jours sombres. Elle avait des cheveux bruns attachés en une queue de cheval haute, des yeux doux et une façon de parler douce mais ferme. Chaque fois qu'elle entrait dans la pièce pour vérifier la perfusion d'Emma ou surveiller son rythme cardiaque, elle souriait à Liam et Noah, leur apportant parfois de petits bonbons. « Tes enfants sont adorables, Harrison » a-t-elle dit une fois, regardant Noah s'endormir en serrant son dinosaure en plastique. « Tu es un père incroyable » j'ai esquissé un faible sourire et secoué la tête. « Je n'en suis pas si sûr, Angela. J'essaie juste d'empêcher que tout ne s'effondre. » Un matin, après près de 3 semaines d'hospitalisation d'Emma, le médecin m'a appelé dans une pièce privée. Le docteur Carter, un homme d'âge moyen avec des lunettes épaisses et une voix profonde, m'a regardé avec une expression qui ne présageait rien de bon. Je me suis assis sur la chaise en plastique en face de lui, les mains si serrées que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. « Harrison » commença-t-il prudemment, « nous avons les résultats des tests approfondis. Emma a une leucémie myéloïde aiguë, ou LMA. C'est une forme très grave de cancer du sang. » Le mot cancer a explosé dans mon esprit. J'ai senti le sang quitter mon visage, l'air dans la pièce s'épaissir. « Quelle est la gravité » ai-je demandé, la voix brisée. Le docteur Carter a soupiré, ajustant ses lunettes. « Le pronostic pour la LMA chez les enfants n'est pas bon, Harrison. Nous allons commencer la chimiothérapie immédiatement, mais je dois vous préparer. Le taux de survie, il n'est pas élevé. » Je ne me souviens pas comment j'ai quitté le bureau du médecin. Tout ce que je sais, c'est que je me tenais dans le couloir, le dos contre le mur, les mains agrippées à ma tête, essayant de ne pas crier.
Emma, ma fille de 8 ans qui courait sur le terrain de jeu et me parlait de ses rêves de voler sur un dragon, lutter contre une maladie que je ne pouvais même pas comprendre pleinement. Je voulais briser quelque chose, crier sur Claire, sur mes parents, sur le monde, mais je ne pouvais pas, je devais retourner dans la chambre, sourire à Emma et lui dire que tout irait bien. Les semaines qui ont suivi ont été un flot angoissant. Emma a commencé la chimiothérapie, et chaque fois que je la voyais allongée dans son lit, ses cheveux tombants, son visage pâle, mon cœur se brisait. Elle essayait toujours de parler, demandant des nouvelles de Liam et Noah, souriant quand je lui lisais des contes de fées. Mais je pouvais voir la lumière dans ses yeux s'estomper comme une bougie vacillant au vent. Liam et Noah, aussi jeunes soient-ils, ont senti le changement. Liam a cessé de dessiner des super-héros, esquissant plutôt des images d'une fille allongée dans un lit entouré de fleurs. Noah n'arrêtait pas de demander, quand est-ce qu'Emma rentrera à la maison pour jouer avec moi, papa, Angela était là pour nous, plus que je n'aurais pu l'espérer. Elle ne faisait pas seulement son travail, vérifier les perfusions, prendre les températures, mettre à jour les dossiers. Elle offrait un réconfort silencieux. Un après-midi, alors que j'étais assis près du lit d'Emma, trop épuisé pour garder les yeux ouverts, Angela est entrée et a posé une tasse de café chaud sur la table. « Tu as besoin de te reposer, Harrison, a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. Je sais que tu es fort, mais tu es humain aussi. Je l'ai regardé, voulant dire merci, mais ma gorge s'est nouée. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête, serrant la tasse de café comme si c'était une bouée de sauvetage vers un peu de chaleur. Une nuit, alors que Liam et Noah dormaient sur les chaises, Angela s'est assise à côté de moi. « Tu veux parler ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête, mais ensuite, comme une digue qui cède, j'ai commencé à parler de Claire, comment elle était partie. De mes parents qui ne rendaient jamais visite aux enfants, de ma peur de perdre Emma, de ne pas être assez fort pour protéger mes enfants. Angela a écouté sans interrompre, hochant doucement la tête et posant une main sur mon épaule. J'ai perdu mon frère à cause d'une maladie, a-t-elle dit quand j'ai fait une pause. Je connais ce sentiment d'impuissance, mais tu n'es pas seul, Harrison. Je suis là, et Emma, Liam et Noah, ils ont plus que jamais besoin de toi. Ces mots étaient comme une brise fraîche dans une tempête, mais ils ne pouvaient pas apaiser la douleur grandissante en moi. Une semaine plus tard, l'état d'Emma s'est détérioré rapidement. La chimiothérapie ne fonctionnait pas comme nous l'espérions. Elle avait des fièvres élevées persistantes, ne pouvait pas manger, et la douleur la faisait crier la nuit. J'étais assis près de son lit, lui tenant la main, chantant les berceuses que je lui chantais quand elle était bébé, bien que ma voix tremble et faiblisse. « Papa, je suis si fatigué » a murmuré Emma une nuit, les yeux fermés. Je veux rentrer à la maison. Je me suis penché, j'ai embrassé son front, des larmes tombant sur l'oreiller. Je te ramènerai à la maison, princesse. Je te le promets, mais je n'ai pas pu tenir cette promesse. Quelques jours plus tard, Emma est décédée. J'étais assis près de son lit, lisant une histoire sur une princesse et un dragon, quand le moniteur s'est mis à biper frénétiquement. Les infirmières se sont précipitées, le docteur Carter est apparu, mais je savais. Je savais à ce moment-là qu'Emma était partie. Je l'ai tenue dans mes bras, son petit corps maintenant léger, plus chaud. « Emma, ne pars pas » ai-je murmuré, la voix brisée. « S'il te plaît, ne quitte pas papa » mais elle n'a pas répondu. Elle ne répondrait plus jamais. Le monde s'est effondré. Je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré. Seulement que Liam et Noah, se réveillant au milieu du chaos, ont couru vers moi et se sont accrochés à moi. Liam sanglotait, « Où est Emma, papa ?» Noah, avec ses yeux innocents, a juste tenu ma main et murmuré, « Ne pleure pas, papa » mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais perdu Emma, ma lumière la plus brillante, la fille qui rêvait de dragon et m'a appris à être père. J'avais l'impression d'avoir échoué. Échoué avec Emma, échoué avec Liam, échoué avec Noah, échoué avec moi-même. Angela est restée avec moi pendant ces heures. Elle n'a rien dit, s'est juste tenue là, une main légèrement posée sur mon épaule, une encre silencieuse m'empêchant de m'effondrer. Elle a aidé à s'occuper de Liam et Noah, les emmenant dehors pour jouer afin que je puisse rester avec Emma pour lui dire mon dernier adieu. Quand j'ai quitté la chambre, serrant le petit pull d'Emma, Angela s'est approchée et m'a tendu un verre d'eau. « Harrison » a-t-elle dit, sa voix basse mais ferme, « Je sais que tu as l'impression de ne pas pouvoir continuer, mais Liam et Noah sont toujours là. Ils ont besoin de toi. Et Emma, elle voudrait que tu continues. » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas, mais au fond de moi, je savais qu'Angela avait raison. Liam et Noah, les deux petits garçons assis dans la salle d'attente, avaient encore besoin de moi. J'ai essuyé mes larmes,
pris une profonde inspiration et suis sorti pour serrer mes fils dans mes bras. Ça va aller, ai-je dit. Bien que je n'y crois pas moi-même, mais je devais essayer. Pour Liam, pour Noah, et pour Emma, qui ferait toujours partie de moi, même si ce n'est que dans ma mémoire. Les jours qui ont suivi ont été un vide sombre. J'ai organisé les funérailles d'Emma, un service simple dans la petite église de Willow Creek. Seulement moi, Liam, Noah et quelques gentils voisins y ont assisté. Claire n'est pas venue, envoyant seulement un bref texto, « Je suis tellement désolé, Harrison, mes parents sont arrivés aux funérailles après leur voyage, mais à ce moment-là, cela ne signifiait plus rien pour moi. » Je me tenais près du petit cercueil d'Emma, regardant son visage paisible, me demandant si je pouvais continuer à vivre sans elle. Les jours après les funérailles d'Emma, j'avais l'impression de ne plus être Harrison. J'étais une coquille vide, bougeant, parlant et respirant. Mais à l'intérieur, il n'y avait qu'un vide noir absolu. Chaque matin, je me regardais dans le miroir et voyais un étranger. Un homme aux yeux cerclés de rouge, aux cernes profonds et au visage émacié creusé par le couteau implacable du temps. J'avais perdu Emma, ma fille de 8 ans au sourire aussi brillant que le soleil, qui rêvait de dragon et croyait que son père pouvait tout faire. Maintenant, chaque fois que j'entrais dans la petite chambre où Emma dormait, mon cœur se brisait à nouveau. Son lit superposé était toujours là, avec la couverture à motifs floraux qu'elle aimait, mais c'était maintenant un rappel douloureux qu'elle ne reviendrait jamais. Liam et Noah avaient encore besoin de moi. C'était la seule chose qui m'empêchait de sombrer dans l'obscurité. Mais je ne mentirai pas, il y a eu des moments où j'ai pensé à tout abandonner. Une nuit, après que Liam et Noah se furent endormis profondément, je me suis assis sur le canapé du salon, tenant un vieux flacon de somnifère que j'avais trouvé dans l'armoire à pharmacie. J'ai regardé les petits cachets blancs et lisses, me demandant s'ils pouvaient m'emmener dans un endroit sans douleur, sans facture, sans rêve brisé. J'ai imaginé m'allonger, fermer les yeux et laisser tout s'estomper. Mais ensuite, j'ai entendu Noah marmonner dans son sommeil, « Papa » et l'image des yeux confus de Liam demandant des nouvelles d'Emma a traversé mon esprit. Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas laisser mes enfants restants perdre une autre personne. J'ai jeté le flacon à la poubelle, j'ai enfoui mon visage dans mes mains et j'ai sangloté, me disant, « Tu dois vivre, Harrison », pour eux notre appartement était maintenant étrangement calme. Plus d'histoires d'Emma sur l'école. Plus de ses rires quand elle jouait avec Liam et Noah. Liam est devenu plus silencieux. Il a cessé de dessiner des super-héros ou des portraits de famille. Au lieu de cela, il passait des heures à la table de la cuisine à dessiner des fleurs, imitant la couverture d'Emma, et les placer près de son lit. Pour qu'Emma puisse les voir, « Papa » dit-il, sa voix à peine un murmure. Je l'ai serré fort dans mes bras, essayant de ne pas le laisser voir mes larmes. Noah, étant si jeune, n'a pas pleinement compris ce qui s'était passé. Chaque nuit, il serrait son dinosaure en plastique, se blottissait sur mes genoux et demandait, « Où est Emma, papa ? Quand reviendra-t-elle » Je ne savais pas quoi répondre, alors j'embrassais son front et disais, « Elle est dans le ciel, ma chérie. » Elle nous regarde, j'ai essayé de maintenir une certaine normalité pour Liam et Noah, mais rien n'était normal. Je les emmenais à la maternelle chaque matin, préparais des repas simples aux pâtes, sandwichs froids et leur lisais des histoires avant de dormir chaque soir. Mais chaque action semblait lourde, comme si je traînais un énorme rocher. Je continuais à accepter des travaux d'écriture freelance, tapant des articles sans âme sur 10 conseils budgétaires pour les familles ou comment planifier la fête d'anniversaire parfaite sur mon ordinateur portable déglingué. Mais chaque fois que j'ouvrais le fichier de mon livre, des cendres, je fixais simplement l'écran, incapable d'écrire un seul mot. Comment pouvais-je écrire sur la recherche de sens à la vie alors que j'avais l'impression qu'il avait disparu? C'est Angela qui m'a sorti de ce bourbier, même si elle ne réalisait même pas à quel point elle était vitale. Un après-midi, elle a frappé à la porte de notre appartement, tenant une boîte de biscuits faits maison. J'ai pensé que les enfants aimeraient ça, a-t-elle dit avec un doux sourire. J'ai été stupéfait par sa visite. Liam et Noah ont applaudi, se précipitant pour la serrer dans leurs bras, et pendant un instant, notre petit appartement a semblé s'illuminer. Angela s'est assise, a joué avec Noah, a aidé Liam avec un puzzle et m'a parlé comme si nous nous connaissions depuis des années. « Comment tiens-tu le coup, Harrison » a-t-elle demandé, les yeux pleins d'inquiétude. Je voulais mentir, dire que j'allais bien, mais en la regardant dans les yeux, j'ai juste soupiré. Je ne sais pas, Angela. Je ne sais pas comment continuer et elle ne m'a pas poussé à en dire plus, a juste hoché la tête et a parlé de son jeune frère décédé d'une maladie cardiaque quand elle était jeune. Il y a eu des jours où j'ai cru que je ne m'en sortirais jamais, a-t-elle dit.
Mais ensuite, j'ai réalisé que continuer à vivre était la seule façon de garder sa mémoire vivante. Ces mots étaient comme une douce brise. Pas assez pour effacer la douleur, mais assez pour me faire sentir que je n'étais pas entièrement seul. Une nuit, après que Liam et Noah se furent endormis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé le fichier descendre. Je n'avais pas l'intention d'écrire, juste de lire les lignes que j'avais écrites il y a longtemps, quand je croyais encore pouvoir créer quelque chose de valable. Mais alors, comme si une porte dans mon cœur s'était ouverte, j'ai commencé à taper. J'ai écrit sur Emma, son sourire, ses rêves de dragon, la façon dont elle me tenait la main à l'hôpital. J'ai écrit sur Claire, sa trahison et le moment où elle a rejeté nos enfants. J'ai écrit sur mes parents, qui ont choisi des vacances en Europe plutôt que leur petite fille mourante, et j'ai écrit sur moi-même, un père célibataire, un rêveur écrasé par la vie, mais s'accrochant toujours à l'espoir pour mes 2 enfants restants. Les mots coulaient comme une rivière, transportant à la fois la douleur et l'amour. J'écrivais chaque nuit, quand l'appartement était calme, avec seulement le son de la frappe et la respiration régulière de Liam et Noah. Je ne savais pas si ce que j'écrivais était publiable, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de faire quelque chose de significatif. Chaque page était une façon de garder Emma vivante, d'affronter ma douleur et de me rappeler que j'avais encore Liam et Noah. Angela est devenue notre ancre. Elle venait plus souvent, apportant des biscuits, des livres d'histoire pour les enfants, ou simplement s'asseyant et m'écoutant. Une fois, quand je lui ai parlé de mes nouvelles pages, elle a souri « Tu devrais finir ce livre, Harrison. Je crois qu'il touchera les gens ». J'ai secoué la tête, esquissant un faible rire. Ce ne sont que les divagations d'un père célibataire raté, mais elle a posé sa main sur la mienne, sa voix ferme. Non, Harrison. C'est l'histoire d'un père aimant qui n'a pas abandonné, même quand tout était contre lui. C'est une histoire qui mérite d'être racontée. Ces mots ont allumé une petite lumière en moi. J'ai commencé à passer plus de temps sur le livre, écrivant tard dans la nuit après que Liam et Noah se furent endormis. J'ai écrit sur les jours à l'hôpital, sur les yeux fatigués d'Emma disant « Je suis si fatigué », sur Liam dessinant des fleurs pour sa sœur, sur Noah serrant son dinosaure et dormant sur mes genoux. J'ai écrit sur la solitude, le sentiment d'être abandonné par la famille, les nuits où j'ai envisagé d'abandonner. Mais j'ai aussi écrit sur les moments qui m'ont fait tenir, le sourire de Liam, le rire de Noah et la gentillesse d'Angela. La vie restait difficile. Les factures s'accumulaient. Le propriétaire envoyait des rappels de loyer. Et je devais toujours pondre des articles freelance pour survivre. Mais le livre est devenu un refuge, une façon de me retrouver. Liam et Noah aussi, lentement, redécouvraient de petites joies. Liam a recommencé à dessiner des super-héros, bien que parfois il ajoute une fleur dans un coin. Noah, avec l'énergie infinie d'un enfant de 3 ans, m'entraînait dans des jeux idiots comme faire semblant d'être un dinosaure ou construire des forts d'oreiller. Je riais, bien que chaque sourire porte une pointe de douleur. Un soir, quand Angela est venue nous rendre visite, elle a apporté un petit gâteau d'anniversaire, pas pour l'anniversaire de quelqu'un, juste parce qu'elle voulait célébrer une journée heureuse. Liam et Noah ont applaudi, se précipitant pour souffler les bougies. Et j'ai regardé Angela, mon cœur se gonflant de gratitude. Merci, Angela, ai-je dit, ma voix. Tu ne sais pas à quel point cela signifie pour nous. Elle a souri, ses yeux doux. Je veux juste vous voir, toi et les enfants, sourire, Harrison. Vous le méritez. J'ai commencé à réaliser qu'Angela était plus qu'une gentille infirmière. Elle était une amie, quelqu'un qui me comprenait plus que quiconque ne l'avait jamais fait. Elle n'essayait pas de me réparer ou de me pousser à surmonter la douleur. Elle était juste là, comme une lanterne éclairant le chemin que je parcourais. Et moi, bien que mon cœur soit encore brisé, j'ai commencé à sentir une lueur d'espoir. Non pas parce que les choses seraient faciles, mais parce que je savais que je n'étais pas entièrement seul. Les longues nuits ont continué, et j'ai écrit. J'ai écrit sur Emma, Liam, Noah et Angela. J'ai écrit sur un homme qui pensait qu'il allait craquer mais qui s'est relevé pour l'amour de ses enfants. Pour la mémoire d'une petite fille qui lui a appris à être fort. Je ne savais pas si ce livre changerait ma vie. Mais je savais que chaque mot était un pas en avant, une façon de tenir ma promesse à Emma que je continuerais, même si le monde s'effondrait. 6 mois se sont écoulés depuis la mort d'Emma. J'ai finalement terminé le manuscrit de décembre. Je l'ai envoyé à des éditeurs, m'accrochant à un faible espoir. Puis, un matin, j'ai reçu un email d'une petite maison d'édition de New York. J'étais assis dans la cuisine, sirotant un café à queue pendant que Liam et Noah se chamaillaient pour le dernier biscuit.
L'objet de l'email était simple, offre de publication de décembre. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient en l'ouvrant. Cher M. Harrison, écrivait-il, nous avons été profondément émus par votre récit brut et sincère. Nous croyons que ce livre a le potentiel de toucher le cœur de nombreux lecteurs. Je l'ai relu encore et encore, pensant que je devais rêver. Après des années de lettres de refus, je ne pouvais pas croire que quelqu'un voyait de la valeur dans les mots que j'avais écrits à travers les larmes. Le processus de publication s'est déroulé plus vite que prévu. J'ai travaillé avec une éditrice nommée Sarah, une femme d'âge moyen à la voix douce mais vive. Elle m'a aidé à affiner le manuscrit, préservant mon ton brut et honnête tout en rendant l'histoire plus cohérente. Ce n'est pas seulement ton histoire, Harrison, a dit Sarah au téléphone. C'est l'histoire de quiconque a perdu un être cher, qui pensait ne pas pouvoir continuer mais qui s'est relevé. J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas me voir, ressentant une lueur de fierté pour la première fois depuis des années. Décembre a été publié un jour pluvieux d'octobre. Je ne m'attendais pas à grand-chose, espérant seulement vendre quelques centaines d'exemplaires, assez pour rembourser quelques dettes et acheter de nouveaux jouets à Liam et Noah. Mais alors, comme un raz-de-marée, le livre a décollé. Une critique dans le journal local l'a qualifié de lettre d'amour au père, aux mères et au cœur brisé. Un blogueur populaire a partagé mon histoire sur les réseaux sociaux, et bientôt Décembre va grimper dans la liste des best-sellers d'Amazon. J'ai reçu des emails de lecteurs du monde entier. Des pères qui avaient perdu des enfants, des mères célibataires, des gens qui pensaient ne pas pouvoir survivre à leur douleur. Ils écrivaient « Votre histoire m'a fait me sentir moins seul ». Chaque lettre était une brique reconstruisant une partie de moi qui s'était effondrée. Puis sont venues les interviews. Une chaîne de télévision locale m'a invité dans son studio, où je me suis assis sous des lumières aveuglantes, bafouillant des histoires d'Emma, Liam, Noah et des nuits où je pensais ne pas pouvoir continuer. « Qu'est-ce qui vous a fait continuer à écrire ?» a demandé l'animateur, les yeux curieux. J'ai pris une profonde inspiration, pensant à Emma, à son sourire. Mes enfants, ai-je répondu. Emma m'a appris à aimer, Liam et Noah m'ont appris à vivre. J'ai écrit pour tenir ma promesse envers eux que je n'abandonnerai pas d'écrivain inconnu, je suis soudainement devenu un nom que les gens reconnaissaient. Les invitations à prendre la parole ont afflué. Des bibliothèques locales aux ateliers sur la santé mentale, puis à des événements plus importants dans des villes lointaines. Je me tenais devant des centaines de personnes, partageant mon parcours de père célibataire, la douleur de perdre Emma et comment j'avais trouvé un sens à travers l'écriture. Chaque fois que je parlais, j'avais l'impression qu'Emma, quelque part, me souriait, comme si elle était fière de son père. Les droits d'auteur du livre ont commencé à arriver. Pas une fortune, mais assez pour changer nos vies. J'ai remboursé le loyer en retard, acheté de meilleures provisions et, pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas inquiété de la coupure d'électricité. Plus important encore, j'ai décidé de quitter l'appartement exigu où chaque coin me rappelait Emma. J'ai trouvé une petite maison en périphérie de Willow Creek. Pas un manoir, mais assez grande pour que Liam et Noah aient leur propre chambre, avec un petit jardin. Le jour du déménagement, Liam a couru dans la maison en criant « Papa, j'ai ma propre chambre ». Noah, serrant son dinosaure en plastique, rebondissait sur l'herbe, riant si fort que je n'ai pas pu m'empêcher de rire aussi. Pour la première fois, j'avais l'impression de donner à mes enfants un vrai foyer. Mais la douleur de perdre Emma ne m'a jamais quitté. Chaque nuit, après que Liam et Noah se furent endormis, je m'asseyais dans le nouveau salon, regardant le jardin sombre, pensant à elle. Je me souvenais de sa voix, de la façon dont elle appelait le papa quand elle avait besoin de moi. De la façon dont elle me tenait la main à l'hôpital. Certaines nuits, je pleurais, non par faiblesse, mais parce que je savais que cette douleur ferait toujours partie de moi. Pourtant, je savais aussi que je devais vivre, non seulement pour Liam et Noah, mais pour Emma, pour ce qu'elle m'avait appris. Angela est restée une constante dans nos vies, une part indispensable. Elle a visité la nouvelle maison, apportant une petite plante en pot pour égayer le jardin, comme elle disait. Liam et Noah l'adoraient. Liam l'appelait la super-héroïne Angela, tandis que Noah s'accrochait à elle, réclamant des histoires de dinosaures. Je la regardais, mon cœur se gonflant de gratitude. Angela n'était pas seulement l'infirmière qui m'avait soutenu à l'hôpital. C'est elle qui m'a aidé à voir que la vie valait encore la peine d'être vécue. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche, regardant Liam et Noah se poursuivre sur l'herbe, elle a pris ma main. « Tu as fait quelque chose d'incroyable, Harrison » a-t-elle dit. « Pas à cause du livre, mais parce que tu n'as pas abandonné ». J'ai serré légèrement sa main, ne disant rien, mais sachant qu'elle faisait partie des raisons pour lesquelles j'étais encore debout.
J'ai commencé à assister à un groupe de soutien pour les parents ayant perdu des enfants, qui se tenait dans un centre communautaire de Willow Creek. La première fois, je me sentais gêné, comme si je n'avais pas ma place. Mais alors que j'étais assis et que j'écoutais les autres parler d'un garçon perdu dans un accident, d'une fille décédée de maladie, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. J'ai parlé d'Emma, de ses rêves de dragon et de la façon dont j'avais failli abandonner. Les gens ont écouté, hoché la tête, et une femme plus âgée m'a pris la main en disant « Vous êtes un père fort. » Elle doit être si fière de vous. Pour la première fois, je me suis senti compris, non pas en tant qu'écrivain ou auteur, mais en tant que père apprenant à vivre avec la douleur. Le groupe de soutien est devenu une partie de ma vie. J'y allais chaque semaine, non seulement pour partager, mais pour écouter, pour apprendre à transformer la douleur en inspiration. Un membre, un père nommé Tom, a parlé de planter un jardin à la mémoire de son fils. J'ai pensé à Emma et j'ai décidé de planter un rosier dans notre jardin, sa fleur préférée. Liam et Noah m'ont aidé à creuser la terre et à l'arroser. Et chaque fois que les roses fleurissaient, j'avais l'impression qu'Emma était toujours là, dans ses pétales rouges vifs. Notre nouvelle vie n'était pas parfaite. Certains jours, je me réveillais avec ce même vide. J'entendais encore Emma dans mes rêves. Liam dessinait toujours des fleurs dans les coins de ses croquis, et les questions de Noah sur sa sœur devenaient moins fréquentes, mais ne cessaient jamais. Mais nous apprenions à vivre, non pas à oublier Emma, mais à la porter avec nous. Je continuais à écrire, non seulement pour redescendre, mais parce que j'ai réalisé que l'écriture était ma façon d'affronter le monde, ma façon de tenir ma promesse à Emma. Un soir, alors que je révisais un discours pour un événement à venir, Liam est entré, tenant un nouveau dessin. « Papa, j'ai fait ça pour toi » a-t-il dit en me tendant une feuille de papier. Sur le dessin, je me tenais entre Liam et Noah, nous tenant la main, avec une petite fille avec des ailes debout sur un nuage, souriant. « C'est Emma » dit Liam, la voix timide. Je pense qu'elle est heureuse, je l'ai serrée dans mes bras, des larmes coulant sur mon visage. Elle est heureuse, mon fils, ai-je murmuré. Et papa va essayer d'être heureux aussi, pour toi et Noah. Angela est venue nous rendre visite peu de temps après, apportant un plateau de biscuits fraîchement cuits. Elle s'est assise, a regardé le dessin de Liam et a souri. Il a du talent, Harrison, a-t-elle dit. Comme son père Jerry, et pour la première fois, le rire semblait léger, allégé de la douleur. Merci, Angela, ai-je dit. Pour tout, elle n'a pas répondu, a juste pris ma main. Et à ce moment-là, j'ai su que nous construisions quelque chose. Non pas pour remplacer Emma, mais pour continuer avec elle dans nos cœurs. Un an après la publication de Descendre, ma vie avait changé d'une manière que je n'avais jamais osé rêver. La petite maison en périphérie de Willow Creek était maintenant vraiment notre foyer, le mien, celui de Liam et de Noah. Le jardin fleurissait de roses, la fleur préférée d'Emma. Et chaque matin, alors que la lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres, je sentais une lueur de paix s'infiltrer dans mon cœur. Mais malgré le semblant de stabilité, la douleur de perdre Emma restait une cicatrice qui ne guérirait jamais complètement. J'ai appris à vivre avec, comme on apprend à respirer dans une pièce où l'air manque. Mais parfois, dans le silence de la nuit, je l'entendais encore appeler papa dans mes rêves. Le succès de Descendre m'a apporté des opportunités que je n'avais pas imaginées. J'ai été invité à prendre la parole dans de grandes villes, de Chicago à Boston, partageant mon histoire avec des auditoriums bondés. J'ai parlé d'Emma, Liam et Noah. De la façon dont j'avais failli craquer mais m'étais relevé pour mes enfants. Chaque fois que je parlais, je ne racontais pas seulement mon histoire, je gardais Emma vivante dans le cœur des autres. J'ai commencé à écrire un deuxième livre sur le pardon et la guérison. Bien que je ne sois pas sûr d'avoir complètement pardonné à ceux qui nous avaient tourné le dos. Puis un jour, le passé a frappé à la porte. Mon téléphone a vibré un après-midi alors que j'aidais Liam avec ses devoirs de mathématiques. Le numéro de ma mère s'est affiché à l'écran. J'ai hésité, mon doigt planant au-dessus du bouton de réponse, mais j'ai finalement appuyé. Harrison, sa voix est parvenue, plus tremblante que je ne m'en souvenais. Ton père et moi avons lu ton livre. Nous voulons te voir, toi, Liam et Noah. Nous regrettons de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de nous. Je suis resté assis en silence, écoutant ces remords tardifs, mais ne ressentant qu'un vide à l'intérieur. Je me suis souvenu des fois où j'avais appelé à l'aide. Quand Emma était à l'hôpital, quand je les avais suppliés de venir, ne serait-ce qu'un jour. Nous voyageons, avait-il dit, comme si une croisière importait plus que leur petite fille. Merci d'avoir appelé, ai-je dit, ma voix calme mais froide.
Mais je ne suis pas sûr d'être prêt à ce que vous reveniez dans nos vies. Liam et Noah, ils ont besoin de gens qui sont là quand ça compte. Ma mère a pleuré au téléphone, disant qu'ils avaient eu tort, qu'ils voulaient se racheter. J'ai accepté de les laisser voir Liam et Noah, mais seulement pour de courtes visites, avec moi présent, surveillant chaque instant. Quand ils sont venus, j'ai vu comment ils avaient vieilli, leurs yeux lourds de regret, mais je ne pouvais pas ouvrir mon cœur. Non par ressentiment, mais parce que je devais protéger mes enfants et moi-même des vieilles blessures. La plus grande surprise, cependant, a été Claire. Un soir, alors que je lisais une histoire à Noah avant de dormir, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était son numéro. Je l'ai à peine reconnu. Cela faisait si longtemps que nous ne nous étions pas parlé. Quand j'ai répondu, la voix de Claire est parvenue, étrangement douce, comme si elle essayait de jouer le rôle de l'épouse qu'elle avait été. Harrison, j'ai lu ton livre. C'est incroyable. Je regrette d'être parti. Je veux revenir, recommencer. Nous pourrions être à nouveau une famille. Je suis resté figé, serrant fort le téléphone. L'image de Claire sortant, me laissant avec 3 enfants, m'est revenue vivement à l'esprit. Je me suis souvenu de ses refus de visiter l'hôpital quand Emma avait besoin de sa mère. Je me suis souvenu de son bref texto quand Emma est morte, je suis tellement désolé et maintenant, avec mon nom connu et un livre à succès, elle voulait revenir. J'ai pris une profonde inspiration, stabilisant ma voix. Claire, tu as abandonné nos enfants quand ils avaient le plus besoin de toi. Tu n'étais pas là quand Emma était malade, quand Liam et Noah pleuraient leur mère. Je suis désolé, mais il n'y a plus de place pour toi ici, elle a plaidé, disant qu'elle avait changé, qu'elle regrettait tout. Mais j'ai raccroché. Je ne détestais pas Claire. Plus maintenant. J'ai juste ressenti un soulagement, comme si j'avais enfin déposé un fardeau que j'avais porté trop longtemps. J'ai regardé Liam et Noah jouer par terre et j'ai su que j'avais fait le bon choix. Nous n'avions pas besoin de Claire. Nous avions les uns les autres, et c'était suffisant. Pendant que des gens de mon passé tentaient de refaire surface, Angela était celle qui restait, discrètement mais avec constance. Notre relation s'est développée à travers de petits moments. Elle apportant des biscuits, passant des après-midi à jouer avec Liam et Noah, m'écoutant parler d'Emma sans jugement. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche sous un faible clair de lune, j'ai dit, ma voix, Angela, tu as fait plus que tu ne le penses. Tu m'as aidé à voir que la vie vaut encore la peine d'être vécue, même quand ça fait mal. Elle a souri, posant sa main sur la mienne. Harrison, tu es plus fort que tu ne le penses. Je suis juste là pour te le rappeler. J'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureux d'Angela. Non pas l'amour ardent de la jeunesse, mais un amour profond et constant, bâti sur la compréhension et le respect. Elle n'essayait pas de remplacer Emma ou de combler le vide qu'elle avait laissé. Elle apportait une nouvelle chaleur, le sentiment que je pouvais reconstruire sur les ruines. Une fois, quand je lui ai demandé si elle resterait pour le dîner, elle a ri. Seulement si tu promets de ne plus faire de pâtes. J'ai ri aussi, sentant pour la première fois que le rire était léger, non alourdi par la douleur. 1 an après la sortie de Des Cendres, je suis devenu un symbole, non pas pour la célébrité, mais pour mon histoire. J'ai continué à prendre la parole lors d'ateliers, non seulement sur l'écriture, mais sur la survie à la perte. J'ai animé des sessions au groupe de soutien, écoutant d'autres parents parler de leurs enfants. J'ai parlé d'Emma, comment elle m'a appris à aimer, et comment Liam et Noah m'ont aidé à retrouver un sens. Chaque fois que je partageais, j'avais l'impression non seulement d'aider les autres, mais de me guérir moi-même. Liam et Noah grandissaient de jour en jour. Liam, maintenant malade, a commencé à poser des questions plus profondes. Papa, est-ce qu'Emma me voit quand je joue au football? Je l'ai serré dans mes bras, disant, elle te regarde toujours, Liam. Elle est là-haut dans le ciel, t'encourageant à Noah, maintenant âgé de 4 ans, s'accrochait toujours à son dinosaure en plastique, mais a commencé à raconter ses propres histoires sur Emma volant sur les nuages. J'écoutais, souriais et gardais ces moments dans mon cœur comme des pierres précieuses. Angela est devenue une part inséparable de nos vies. Un jour, alors que nous plantions un autre rosier dans le jardin, elle s'est agenouillée à côté de Liam et Noah, les aidant à l'arroser. Pensez-vous qu'Emma aimerait la couleur de cette fleur? A-t-elle demandé. Noah a hoché la tête avec empressement, et Liam a esquissé un sourire timide. Je l'ai regardé, mon cœur se gonflant d'un sentiment que je n'avais pas connu depuis si longtemps. L'espoir. Peu de temps après, j'ai demandé Angela en mariage, non pas avec un grand geste, mais avec une simple question, aimerais-tu construire une famille avec nous? Elle a souri, ses yeux pétillants, et a hoché la tête.
Je fais déjà partie de vous, Harrison, nous n'avons pas effacé le passé. Emma était toujours là, dans chaque rose, dans chaque dessin de Liam, dans chaque histoire que Noah racontait, mais nous avons appris à vivre avec sa mémoire, transformant la douleur en une partie de notre voyage. J'ai continué à écrire, non seulement pour moi, mais pour ceux qui trouvaient du réconfort dans mon histoire. J'ai écrit sur l'amour, la perte et la résilience. Et j'ai vécu, pour Liam, pour Noah, pour Angela, et pour Emma, la fille qui m'a appris que même dans la brisure, la lumière pouvait être trouvée. Un matin, je me tenais dans le jardin, regardant Liam et Noah courir et rire sous le soleil. Angela se tenait à côté de moi, main dans la main, et j'ai ressenti une paix que je pensais ne plus jamais connaître. Notre vie n'était pas parfaite, mais elle était la nôtre. Une nouvelle famille bâtie sur les cendres, avec l'amour et l'espoir comme fondation. J'ai levé les yeux au ciel, murmurant, « Emma, j'ai réussi. Es-tu fière de moi ?» Et à cet instant, j'ai senti une douce brise, comme si elle souriait d'en haut.